Bonsoir à tous, cette visioconférence va commencer avec vos propositions pour améliorer notre système de santé. Vont ouvrir la marche Jean-François Damour et Annabelle Champagne. Bonsoir Jean-François, bonsoir Annabelle. Bonsoir Sébastien. On vous écoute. Alors tout d'abord, un grand merci à toi Sébastien, parce que tu as beaucoup travaillé pour préparer cette belle émission, cette belle visioconférence. Donc avec Annabelle Champagne qui se présentera, nous sommes en charge donc d'animer cette émission, cette visioconférence qui est un petit peu exceptionnelle. Elle fait suite donc aux visioconférences qui ont été instituées par l'Institut Santé, dont le président fondateur est donc Frédéric Bizard. Et donc, ce qui est exceptionnel, c'est que ce soir, nous sommes tous des citoyens, ça c'est normal, mais surtout, toutes les personnes présentes ce soir ont des responsabilités à haut niveau concernant donc la santé. Donc, ça sera une émission sûrement de très grande qualité. Et donc, on compte sur vos propositions qui seront intégrées donc, par Frédéric Bizard. Il est en train de préparer donc un dossier complet sur la refondation du système de santé qui sera remis à chaque candidat à la présidentielle. Donc, ce soir, on a choisi deux axes principaux, mais toutes les suggestions seront les bienvenues. On va s'intéresser parce que souhaitent réorganiser et donc leur donner une certaine autonomie de santé. De connexion, et on va également parler avec, de la refonte de la gouvernance du système de santé. Pardon ? Problème de son. Il y a un problème. Oui, tu m'entends pas ? On a été coupé, il y a un problème de réseau. Il faut que je recommence. Non, ça s'arrêtait, ça a coupé juste avant que tu parles les deux principaux items de la réunion. Ah d'accord, bon, très bien. Donc vous avez pratiquement tout entendu. Oui, donc avec Annabelle, nous faisons partie de l'Institut Santé. Notamment, nous sommes chargés de la communication de l'Institut Santé au niveau du pôle Île-de-France. Et puis, donc, je fais partie également de la NCMP, c'est-à-dire l'Association nationale des collaborateurs des ministres et des parlementaires. J'ai lancé moi-même un mouvement citoyen apolitique qui s'appelle l'opération Carte dévitalisée. Et d'ailleurs, Sébastien Joël m'a beaucoup aidé pour lancer cette opération. Et donc, on est partenaire également avec, entre autres, avec Famille de France. Et on a l'honneur d'avoir ce soir Madame Huette, qui est la présidente donc, de Famille de France. Voilà, donc je vais laisser le soin à Annabelle de se présenter. Et ensuite, si vous voulez, on commencera la réunion. Comme on le disait, donc le but principal, l'objectif, c'est que chacun fasse des propositions donc, qui pourront être intégrées au projet donc, de Frédéric Bizard et de l'Institut Santé. Donc, bonjour à tous. Merci Annabelle, Jean-François. tu peux te présenter ? Oui. Tout le monde m'entend là ? Oui. Donc, je suis pharmacien de formation. J'ai monté en fait, donc je suis membre aussi de la NCMP, toute nouvellement. Donc, merci beaucoup à Jean-François et à Monsieur Valade. Je suis très, très contente d'avoir intégré l'association. J'ai pu échanger aussi avec le sénateur Meurant, donc avec beaucoup de plaisir en fait sur notre start-up qui s'appelle WePharma, qui est pour en fait du portage de médicaments de manière solidaire et collaborative, donc via des bénévoles, des associations, de livrer gratuitement les patients de leurs médicaments à l'hôpital, en ville, à domicile ou au travail. L'objectif, c'est de permettre à tous, et pas seulement de manière payante, d'avoir ces médicaments chez soi. Et donc, notamment avec la Covid, en ce moment, il y a un vrai besoin et un fort besoin puisqu'on est vite confinés. Et aussi, pour faire un clin d'œil à Madame Huette, notamment quand on est une jeune maman et qu'on a SOS médecin et qu'on a un enfant malade, qu'on n'est pas forcément en maintien à domicile, c'est difficile de se déplacer et on peut être bien content d'avoir sa livraison de médicaments faite par un voisin.
Voilà, donc moi, l'objectif, c'est la santé solidaire, la santé gratuite et collaborative, l'entraide et de recréer des communautés d'entraide au niveau des patients. Voilà, pour faire simple. Et on peut commencer sur les thèmes de la réunion. Voilà, donc si vous voulez, on va commencer sur le territoire de santé. Peut-être que Bernard Cron, qui est donc chirurgien, membre de l'Académie nationale de chirurgie, qui a écrit un livre tout à fait complémentaire à celui de Frédéric Bizard, parce que là, c'est le regard donc, du soignant, du chirurgien, du médecin. Bernard, veux-tu intervenir pour nous... Avec plaisir. Je suis depuis la fondation ce que vous faites. L'Institut Santé est extrêmement intéressant. Frédéric Bizard a été élu comme membre correspondant de l'Académie de chirurgie et nous sommes très heureux de l'accueillir. Le livre que je publie est le pendant du livre de Frédéric Bizard, puisque Frédéric a une vision sur l'administration, l'organisation générale et administrative de la santé. Comme moi, il la trouve extrêmement complexe. J'ajouterais qu'elle paralyse les soignants. Je pense que malheureusement, pour refonder la santé, il faudrait prendre une épée pour couper le nœud gordien. Il y a trop d'administration, trop de structures administratives, trop d'agences qui paralysent le système. À titre d'exemple, les masques, l'année dernière, j'ai essayé, avec mes associations, de m'en procurer, mais ils auraient été réquisitionnés sur le tarmac, puisque l'État avait décidé de les réquisitionner, puisqu'il n'y en avait plus. Et notre ancienne ministre de la Santé, qui est maintenant à l'OMS, a déclaré qu'elle ne savait pas qu'il n'y avait plus de stock de masques. Or, j'ai en main la copie du rapport qui a été rendu le 19 mars 2019 pour dire que de 1 milliard de masques, il n'y avait plus que 100 millions en stock. Et tout est comme ça dans le système de santé. On a une excellente administration, on a de très bons hauts fonctionnaires formés dans de très grandes écoles dont le niveau n'est peut-être plus celui qui était dans le passé, mais malheureusement, ils ont une pensée unique. Il faut mettre un administratif derrière chaque soignant. Je vais vous donner 2 chiffres et je m'arrêterai là avant de reprendre le débat. L'hôpital actuellement a 33% de technico-administratifs. En Allemagne, c'est 22%. J'ai fait un petit calcul, le budget annuel est de 7 milliards, ça permettrait de recruter une dizaine de milliers d'infirmières. On pourrait multiplier les chiffres comme ça. Les écoles d'infirmières sont vides. Une infirmière à l'assistance publique est payée 2 000 € par mois. Je ne vois pas comment elle peut se loger à proximité de Paris à ce tarif. Actuellement, les administrations et les politiques n'ont comme idée que de rajouter des textes et des lois et des contraintes. Je vous donne le dernier exemple et je vais m'en arrêter là avant que vous me posiez quelques questions si vous le souhaitez. En ce qui concerne la vaccination du personnel de santé, on leur a dit que le vaccin AstraZeneca n'était pas très bon. Maintenant, on leur propose ce vaccin. Un certain nombre ne veulent pas se vacciner. Un des députés éminents a décidé de rendre obligatoire la vaccination du corps soignant. Mais si on la rend obligatoire avec un vaccin qui ne protège pas très bien, paraît-il, et qui n'empêche pas de contaminer, on est déjà à flux tendu, ça va mettre le feu à l'hôpital, car il sera impossible de recruter du personnel qui ne veut pas se faire vacciner. Et comme ça, je pourrais vous en citer toute une autre série. Voilà ce que je voulais Alors, vous écoute, dire. merci beaucoup. Merci Bernard pour ce constat. Donc là, on va passer donc aux propositions, si vous le voulez bien. Donc, on va commencer par le territoire de santé. Est-ce que vous avez des propositions donc, pour améliorer les choses? Alors, je ne sais pas si vous avez lu le rapport qui a été fait par Frédéric, que je vous ai envoyé, où il fait certaines propositions. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propositions? Est-ce que vous avez d'autres propositions à faire? Oui, là aussi, j'ai un avis très précis qui est dans mon livre. Les territoires de santé est une invention de l'administration. Moi, mon territoire de santé, quand j'étais en activité, s'appelait mon téléphone. J'avais une formation de chirurgie générale et de chirurgie viscérale, et quand j'avais un problème qui se posait, je décrochais mon téléphone, j'appelais un de mes correspondants de la spécialité qui me manquait, et dans les 24 heures, j'avais un rendez-vous pour voir mon patient. C'était ça, mon territoire de santé.
Le territoire santé, c'était la clinique dans laquelle j'exerçais en plein temps, comme dans les tragédies grecques, parce que s'il y a un problème en post-opératoire, je voulais être dans l'établissement où je consultais, je n'avais pas de cabinet médico extérieur, et ça permettait de prendre en charge 100% des patients qui se présentaient, et les rares cas qui pouvaient ne pas être pris en charge étaient à ce moment-là réadressés. On a soigné comme ça avec une petite équipe 132 000 urgences, mais malheureusement, l'ineffable M. Coudreau, qui était à la tête de l'agence régionale de santé à l'époque, avait décidé de garrotter les cliniques des Yvelines pour les faire disparaître, car il y avait trop de lits dans le libéral et il voulait sauver l'hôpital. Et ce qui est très amusant, c'est que cet ineffable M. Coudreau est devenu, après avoir hanté différents ministères de la Santé, est devenu le conseiller de la Générale de Santé. Voilà qui nous gouverne. Alors, un territoire de santé, pourquoi pas, mais ça nécessite de sabrer dans les strates administratives. J'ai fait un petit calcul. On a en France une dépense d'environ 40 milliards par an par les agences diverses. Elles sont 1400 et il y en a une cinquantaine qui s'occupent de la santé. Alors, si on veut créer un territoire de santé pour chaque région, il faut qu'il soit autonome, indépendant, qui n'est pas sous sa coupe les médecins libéraux et les cliniques privées, car on est assez grand avec des études qui durent pour la chirurgie jusqu'à 14 ans pour savoir ce qu'il faut faire, et c'est certainement pas à l'administration de dire comment on doit tenir notre bistouri. Alors, merci pour tes remarques. Donc là, on va passer à la phase des propositions. Alors, ce dont tu parles, si tu veux, c'est surtout des réseaux, si tu veux, entre les médecins et les chirurgiens. Mais comment dire, le projet de Frédéric, c'est justement de rendre ces territoires de santé assez autonomes. Et donc, c'est non seulement les relations entre le médecin, mais également les relations entre les cliniques, les hôpitaux. C'est l'articulation, disons que c'est l'organisation générale, ce n'est pas seulement un problème de réseau, donc de soignants. Et donc, il a décrit également un parcours de soins, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le découvrir, mais un parcours de soins notamment pour les patients en ALD qui sont des patients très lourds et qui sont très coûteux pour la sécurité sociale et qui ont besoin d'aide parfois pour justement être pris en charge parce qu'ils ont une prise en charge qui est complexe. Et donc, Frédéric propose entre autres un contrat justement pour essayer de responsabiliser les patients. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez et si vous avez des suggestions. Oui, Jean-François, on va laisser la parole à Marc Valade qui a levé la main. Ah, très bien, bien. Oui, je n'ai pas vu, oui. Marc, tu veux t'exprimer? Donc, merci Marc d'être venu. Donc, c'est Marc Valade est le président de l'ANCMP, donc l'Association nationale des collaborateurs des ministres et des parlementaires. Et avec Annabelle, donc, nous avons le plaisir et l'honneur d'appartenir à la commission santé de cette association. Oui, Jean-François, bonjour mesdames, messieurs. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est incontestablement, on se rend compte aujourd'hui des difficultés que l'administration met en place pour que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Je fais beaucoup de choses dans les hôpitaux actuellement parce que mon épouse qui est à l'hôpital depuis pratiquement 1 an, moi j'y suis allé de nombreuses fois pendant quelques mois et j'ai pu vivre sur place les difficultés des employés, les infirmières et le mal-être qu'il y avait dans leur travail. Donc ça c'est vrai que c'est très important parce que c'est les patients eux-mêmes qui subissent les conséquences. Et on a vu le docteur Hartmann, qui est la directrice de la diabétologie à l'hôpital de Salpêtrière, qui a vraiment monté au créneau en expliquant que ce n'était pas possible, qu'il fallait laisser du temps aux patients pour qu'ils se remettent, etc. et tout, qu'ils ne peuvent pas vider les chambres comme ça, des rapidités énormes, parce qu'il y a des gens qui repartaient chez eux et quand ils revenaient, c'était encore plus grave que quand ils étaient arrivés. Voilà. Alors, c'est un fait que là, de ce côté-là, vous faites un gros travail. Moi, je tiens à vous remercier parce que il y a des efforts. Et si personne nous suit, ben, ça serait dommage. Mais on va faire tout ce qu'il faut
pour qu'on vous appuie au maximum. Merci Marc. Est-ce que quelqu'un voudrait faire des propositions concrètes pour justement améliorer notre système de santé? Parce que c'est vrai qu'on a fait tous le constat qu'il y a une dégradation. En gros, notre système se dégrade depuis une vingtaine d'années. Donc l'OMS, qui nous mettait au rang du meilleur système de santé au monde en 2000, nous a rétrogradé donc au 24e rang. Et donc, les causes majeures sont, d'une part, un désengagement de la sécurité sociale au profit des assurances privées, qui prennent de plus en plus de poids. Et si on laisse faire cette évolution, d'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus de sécurité sociale et ça sera les assurances privées qui géreront l'ensemble du système de santé, avec pour corollaire donc la disparition du principe fondateur de notre système de santé, qui est la solidarité entre les Français, qui serait remplacée donc par une logique financière. Et la logique financière, c'est que plus on est malade et plus on paye cher. Et si on n'a pas les moyens, on ne se soigne pas. Et c'est le cas des USA, où vous avez 50 millions de personnes qui sont exclues des soins. Les autres grands mots sont le millefeuille administratif, qui a été évoqué par Bernard tout à l'heure. Également, on a une grande faiblesse donc, au niveau de la médecine publique. Le coronavirus est une parfaite illustration donc, de cette faiblesse. Et puis également, on est très mauvais au niveau de la médecine préventive, parce que par rapport aux autres pays de l'OCDE, le budget consacré est la moitié en pourcentage de ce que consacrent les autres pays de l'OCDE. Voilà, donc en gros, c'est le constat qui a été fait. Donc maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est justement avancer pour faire des propositions pour améliorer notre système de santé. L'objectif étant que les patients aient un système qui soit à la fois de qualité et qui reste solidaire. Je ne sais pas si Famille de France a des projets ou des propositions ou peut nous faire part de ce que leur disent leurs adhérents, parce que ça, c'est intéressant d'avoir des axes pour travailler sur le sujet. Oui, merci, docteur Damour, de me donner la parole. Effectivement, je vous rejoins totalement dans ce que vous dites, parce qu'on est en train de rétablir notre base de données pour justement tout le corps médical. Et surtout, on constate qu'il y a beaucoup trop d'administratifs aussi. Donc, on rétablit et on demande votre accord, votre aval, puisque vous êtes les praticiens, sur la commission des usagers. Parce que je pense que cette commission des usagers peut être utile dans vos établissements, parce qu'elle veille au respect des droits des usagers et normalement, justement, les aide à établir toutes ces démarches. Alors, il y a toute une partie obligatoire, mais il y a peut-être une partie qui peut être facultative et qu'on pourrait annuler. Parce que ça alourdit les points d'accueil, ça alourdit, ça vous alourdit aussi. Donc, il y a peut-être des facilités dans les documents, faire des triplicata, de façon à ce que ce soit dispatché dans les différents services, peut-être. Ensuite, la commission des usagers, il est bien évident qu'elle examine les plaintes parce que les patients se plaignent aussi, notamment sur les maladies nosocomiales. Alors, on a dans certains établissements des mises en place de carnets de santé donc en guide d'accueil, remis à chaque malade sur les maladies nosocomiales pour vous aider aussi. Ça aussi, c'est pour vous aider de façon à ce qu'un patient ne se récupère pas une maladie nosocomiale. Ensuite, cette commission des usagers, si bien sûr on s'appelle un petit peu intermédiaire officiel des patients, elle contribue aussi à la politique d'accueil et à la prise en charge des usagers dans les milieux hospitaliers. Donc, les représentants des usagers font partie aussi donc, d'associations qui sont agréées. Donc, ce ne sont pas des particuliers qui vous arrivent sans une certaine formation. Parce que justement, Famille de France leur demande, et ça c'est encadré par l'ARS et France Asso Santé d'ailleurs, dont Famille de France a été membre fondateur, je le rappelle. Donc, normalement, elle doit suivre, ces représentants des usagers doivent suivre une formation obligatoire pour assurer leur mission. Donc, elles ne parleront pas, bien sûr, votre langage, qu'il soit médical, qu'il soit technique,
Ce sera un langage qui sera langage du patient lambda, mais néanmoins, il faut les écouter. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant parce que, si vous voulez, l'objectif également, c'est de rendre le patient donc, responsable de la prise en charge de sa maladie. Et alors, je voudrais savoir, parce qu'on a évoqué, on a eu d'autres visioconférences avant, et on avait également évoqué le rôle important des associations de patients, et notamment l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique, c'est quelque chose qui est d'une part extrêmement efficace. Il y a des études qui ont été faites, notamment chez les patients qui étaient sous anticoagulants. Et les anticoagulants, c'était la plus grosse cause de pathologie iatrogène, hein. Il y avait plus de 10 000 hospitalisations par an, donc, dues à des causes hémorragiques, et on ne comptait pas les autres causes thromboemboliques, parce que quand le patient n'est pas bien équilibré, il peut soit saigner, soit au contraire faire des caillots. Et donc, les études ont montré que les patients qui avaient reçu une éducation thérapeutique, leur risque de faire un accident hémorragique était divisé par 4. Donc, c'est extrêmement important. On avait également évoqué les associations de patients où, par exemple, un ancien cancéreux était en contact avec quelqu'un qui était en cours de chimiothérapie. Et donc, tous les deux, ils ont vécu, donc ils vivent la même chose avec un certain décalage. Et donc, la personne qui est guérie de son cancer, elle peut aider justement le patient qui est en chimiothérapie pour lui faire comprendre tous les effets secondaires, parce qu'il y a énormément d'effets secondaires. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par la même épreuve, si vous voulez, ça rassure les patients et ça les aide beaucoup. Donc, je voulais savoir si ça faisait partie de la commission des usagers, parce que ce qu'on souhaite, c'est mettre tous les moyens à disposition des patients, justement, pour qu'il y ait une entraide, une éducation thérapeutique, une communication. Alors, si vous voulez, à mon niveau, là, pour l'instant, je n'ai pas assez de retour à ce sujet, mais je peux vous dire par expérience que j'ai aidé, puisque je suis maman d'une enfant, enfin maintenant d'une adulte trisomique, et j'ai aidé, donc elle a 41 ans aujourd'hui, et j'ai aidé les couples la clinique Claude Bernard, voilà, ou la clinique du Castel, pour ne pas la citer. Donc, j'ai aidé le service oui, c'est toujours un petit peu délicat d'aborder cette question-là. J'ai toujours un petit peu de difficulté à l'énoncer. Donc, c'est vrai que j'ai aidé certains couples à accepter la naissance parce qu'il n'y avait pas l'expérience du côté du corps médical. Donc, on faisait appel, effectivement, quand il y avait une naissance comme cela, appel à mes services, entre guillemets, pour que je vienne psychologiquement apporter mon expérience. Voilà. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça va dans ce sens-là, mais est-ce qu'il y a justement, est-ce que dans la commission des usagers dont vous nous parliez, est-ce que ce genre d'aide est prévu, ou parce que ça serait peut-être une idée de rajouter, si vous voulez, à ces commissions de santé d'autres fonctions. Vous avez tout à fait raison, docteur Damour, effectivement. Je vais lancer cet appel aux représentants des usagers pour voir s'il n'y a pas des personnes qui peuvent apporter leur expérience et donc de se rapprocher des établissements hospitaliers. Voilà, parce qu'il y a aussi des maladies chroniques comme le diabète, par exemple, si vous voulez, où l'éducation thérapeutique et l'hygiène de vie sont extrêmement importants. Et ça peut être fait par les patients entre eux, avec des réunions de temps en temps avec un médecin ou une infirmière. Et ça serait une aide également pour les patients. Ça les aiderait aussi à avoir une glycémie bien équilibrée, parce que la glycémie mal équilibrée, ça peut conduire soit une hypoglycémie grave avec un malaise, voire un coma, ou une hyperglycémie aussi avec un coma diabétique. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même extrêmement graves. Et donc, si on apporte une aide aux patients, on les aidera donc à être en meilleure santé. Et en plus, je pense que sur le plan financier, ça ne sera pas un coût énorme pour la sécurité sociale. Tout à fait. J'ai noté, dans tous les cas, votre demande. D'accord. Et je vais lancer cette alerte. Et donc, si éventuellement vous pouviez recenser, quel est le rôle actuel, si vous voulez, quelles sont les missions justement de ces commissions, ça serait intéressant donc de réfléchir sur ces commissions et pour éventuellement élargir donc leur activité.
Tout à fait. Je note et je n'oublierai pas de retransmettre tout cela. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Bernard, je vois que tu lèves la main. Bernard, tu veux parler? Ah, je t'entends pas. C'est le micro. Ah, il y a le micro, voilà, Voilà. c'est bon. Je voudrais revenir sur le projet de régionalisation. Je voudrais attirer l'attention sur ce projet, sur une situation qui est celle de l'assistance publique. L'ARS Île-de-France a environ 10 000 personnes qui s'occupent de l'ARS Île-de-France. Ils sont en train de rechercher un chirurgien conseil pour les conseiller. Il faut savoir quand même que les ARS ont été incapables de nous fournir au début de l'année 2020 les masques, puisque c'était aux établissements d'être responsables de fournir les masques de protection. On a eu cette année 45 000 affections nosocomiales Covid attrapées par des patients à l'hôpital, parce qu'on a, faute de personnel, les infirmières jeunes qui étaient atteintes du Covid n'avaient pas été mis en arrêt de travail. Donc, on a un problème d'organisation qui est extrêmement lourd. Déjà, l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France n'a pas fait son travail en fournissant les masques aux hôpitaux, mais je voudrais également insister sur l'assistance publique. L'assistance publique, c'est 6 groupements hospitalo-universitaires avec un staff de direction, comme il y a un staff de direction à l'administration centrale. Ensuite, chaque groupement hospitalier à un groupe de directeurs, et j'ai recensé dans certains établissements jusqu'à 40 directeurs. Il faut ajouter le conseil de surveillance, le conseil d'administration, la CME, les chefs de pôle. Mais un chef de pôle, ça ne sert à rien, ça sert à être l'interface entre l'administration et le chef de service, car autour du chef de pôle, il y a de nouveau un staff administratif. Je crois que notre système de santé est en train de mourir de sa suradministration. Et dans les hautes écoles, que sont l'Haute École de Santé Publique ou Sciences Po, puisque mon ami Frédéric Bizard est issu de Sciences Po, on leur apprend la pensée unique, que quand il y a un problème, on crée une structure supplémentaire. On ne peut pas continuer dans cette direction. Voilà, alors justement, est-ce que tu aurais des propositions à faire concrètes pour justement remédier à ce problème que tout le monde reconnaît? On passe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la formation des médecins. Actuellement, on a supprimé le numerus clausus, qui est un mensonge, car les 60 000 étudiants qui rentrent en faculté de médecine au portail santé, il va falloir les réorienter. Or, à la sortie, il n'y a que 8 500 postes d'internes. Première chose. Deuxième chose, on a supprimé en mai 68 le concours de l'externat qui donnait les bases de la médecine et de la chirurgie. Les stages étaient de haute qualité. On ne peut pas donner à 60 000 étudiants en médecine des stages de qualité pour former de futurs bons médecins. Donc, on va les transformer. Ça n'est pas encore dit dans le Ségur de la santé, mais c'est écrit en filigrane, j'en parle dans mon livre. On va former des officiers de santé qui en Angleterre s'appellent des practitioners, à qui on délègue des tâches. Ainsi, en chirurgie, en Angleterre, en Grande-Bretagne, les practitioners ont le droit de faire des circoncisions, des cures de testicules, ce qui s'appelle l'hydrocèle, voire même des hernies. On est en train de marcher sur la tête. Donc, si on veut régionaliser la santé, il faut commencer par tailler sur toutes ces administrations qui paralysent le système. Donc ça, c'est la première chose, c'est la réforme de la médecine avec un retour à l'élitisme. Il faut savoir que le passé est une porte qui ouvre sur l'avenir. Il y avait une époque où, avec le concours d'externat et le concours élitiste de l'internat, on pouvait, dès la 6e année de médecine, entrer en responsabilité. Je me rappelle de mes premières gardes de chirurgien comme interne. J'avais fait 6 ans de médecine, puisque je n'avais pas besoin de faire le stage interné étant interne nommé au concours, et très vite, on était en responsabilité. Actuellement, les jeunes internes ne sont en responsabilité qu'en dernière année. Et pour cerise sur le gâteau, on a prolongé l'internat de médecine générale d'1 an sous prétexte qu'on ne les forme pas bien. Mais c'est un échec universitaire majeur
j'en étais ouvert auprès des doyens, mais le jeune doyen que j'avais rencontré il y a 4 ans avant d'écrire mon livre m'avait laissé entendre qu'il n'avait pas les marges de manœuvre. Donc on est paralysé par un système administratif qui nous coiffe. Et je voudrais en terminer sur le retour du monde d'avant. Je respecte profondément les gens qui nous gouvernent, même s'ils font des erreurs, et j'en cite un certain nombre dans mon livre. Mais rappelez M. Jean Castex pour diriger le Ségur de la Santé. Il faut savoir que c'est l'inventeur de l'hôpital à flux tendu avec la T2A, la rémunération à l'activité, et qu'il a participé avec plusieurs législatives qui lui ont succédé à la paupérisation de l'hôpital, à la perte du nombre de personnel de plus en plus important. Il y a 30 000 postes à l'hôpital qui ne sont pas pourvus, et les infirmières, on n'a pas réussi à en recruter pour pouvoir augmenter le nombre de services de soins intensifs pour faire face au Covid. En conséquence, on a déprogrammé dans les hôpitaux près de 40% des actes chirurgicaux en préparation. Donc, je veux bien qu'on régionalise à condition qu'on taille dans tout ce qu'il y a au-dessus. Sinon, ça sera une enveloppe de plus. Voilà. Alors justement, est-ce que tu aurais des propositions à faire pour augmenter le nombre d'infirmières? Parce qu'il faut savoir qu'en effet, elles ont un travail qui est extrêmement pénible. Et donc, la moyenne de durée de vie professionnelle d'une infirmière, c'est 6 ans. Avant, c'était 7 ans. Et bientôt, on va passer à 5 ans si ça continue. Donc, est-ce que tu aurais des propositions pour justement attirer les… Leur apprendre le métier, c'est-à-dire le soin, leur apprendre comment on prend en charge un patient, leur apprendre la base de leurs soins, ce qui se fait en 3 ans à mon avis. Et maintenant, et c'est les idées de mon ami Valencien, et je suis totalement contre sa proposition, on veut leur faire une promotion salariale en les mettant au stade de master. Donc on va prolonger d'1 an la formation des infirmières, mais si on les met au stade de marcheur, c'est pour faire de la délégation de tâches. Quand j'ai discuté avec une jeune infirmière sur cette proposition, elle a ricané, elle m'a dit oh, « Docteur, les délégations de tâches, c'est déjà tous les jours, on manque de personnel, on est obligé de faire le nécessaire. » Donc, si vous voulez, il faut revoir la formation clinique des soignants, aussi bien des médecins, au premier stade des études de médecine, ça s'appelait l'externat, qu'il s'agisse par un concours ou pas par un concours, ce n'est pas le sujet. Et dans les écoles d'infirmières, susciter des vocations, parce que les écoles d'infirmières sont relativement vides. Justement, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Il y a valoriser le métier d'infirmière, et pour ça, il faut diminuer le nombre d'administratifs. Il y a beaucoup trop d'administration dans la santé. Il faut tailler. Ah, mais ça, on est d'accord. Là, on en est au constat. Jean-François, je vais laisser la parole au sénateur Meurant qui a levé la main pour essayer de faire un temps de parole à peu près égal pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Cron. Merci pour toutes ces belles remarques. Et je vais donner la parole aussi à au sénateur Sébastien Meurant pour qu'il puisse s'exprimer. Et puis ensuite, on pourra passer, vu l'heure, parce que je suis aussi le timekeeper, sur le deuxième axe. Voilà. Alors, sauf si un autre interlocuteur, après, le sénateur veut s'exprimer, qui n'a pas pu le faire pour l'instant. Et sinon, on pourra passer avec Jean-François sur le deuxième thème. Donc, monsieur le sénateur, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est juste pour, malheureusement, donc c'est pour faire une remarque qui va dans… et pas apporter des solutions, car il n'y a pas une semaine où je n'apprends pas quelque chose de négatif sur le système français de santé. Hier, j'ai le fils d'un ami qui est chirurgien du rachis, un spécialiste du rachis, qui vient d'être diplômé. Il se trouve à Bordeaux. Donc, ça fait plus de 8 ans qu'il est formé dans cet hôpital. Tout le monde, bien sûr, est content de ce qu'il fait. Ils ont besoin de lui, ils veulent le garder. Lui, il veut rester, puisqu'il a commencé à s'établir avec sa famille là-bas, bien sûr. Et l'ARS a décidé de faire que ce n'était pas la priorité pour cet hôpital de recruter un spécialiste du rachis. Donc, là encore, qui décide, qui fait quoi et qui décide avec quel objectif là, parce que la régionalisation des ARS, là, ça me semble, c'est complètement déconnecté des besoins des patients, des besoins de l'hôpital et des souhaits des praticiens. Pour recruter, que ce soit des chirurgiens ou des infirmières, il
faut-il encore qu'ils se sentent et utiles et bien dans leur travail. Je trouve que j'ai une de mes belles-sœurs qui a été infirmière à la PHP. Effectivement, les conditions de travail l'ont menée vers la sortie et l'ont menée vers le libéral. Mais là, comment se fait-ce qu'un hôpital qui prend le temps de former un étudiant, qui prend le temps de créer des équipes autour, de créer des équipes qui fonctionnent, et quand tout le monde est d'accord, ça paraît complètement absurde d'avoir autant investi sur un chirurgien, sur un médecin, et de le laisser partir parce que eh bien, l'ARS a décidé autre chose. Comment on explique cela? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, Bernard, tu as une réponse? La tutelle, et monsieur le sénateur, beaucoup de vos collègues au Sénat et à l'Assemblée nationale pensent que ce n'est pas le médecin qui est le patron, mais le directeur. D'ailleurs, monsieur Sarkozy, j'avais rencontré au pôle social de l'Élysée ses conseillers, c'était Arnold Munich, il m'avait dit on ne peut rien faire dans l'état actuel car c'est l'ENA qui dirige tout. Je crois que la pensée unique des énarques, c'est que les médecins sont des ânes. Ils ne savent pas que pour être chirurgien, c'est l'association des études de Sciences Po plus Polytechnique plus l'ENA comme durée, et qu'on soigne depuis la balayeur jusqu'à parfois le président de la République. Moi, je me suis arrêté au ministre. Je n'ai pas eu l'honneur de soigner monsieur le président de la République, mais l'école de Cochin dont je suis issu en a soigné 2. Je me souviens à l'époque de Giscard d'Estaing, je vais parler de 2 chirurgiens éminents, un qui était l'équivalent président de l'Académie de médecine et de chirurgie pendant la fin de sa carrière, qui avait fait la lettre pour que M. Giscard d'Estaing soit élu président de la République. Il avait été appelé comme ministre de la Santé. Eh bien, le président ne voulait pas de la politique de santé libérale qu'il proposait. Et sous l'époque de Giscard d'Estaing, ce fut l'époque des chocs pétroliers, où on a commencé à créer le numerus clausus. On a même créé le MICA pour que les médecins partent à la retraite à 56 ans, et on s'est aperçu 10 ans après qu'on manquait de médecins. Ça a continué sous la législature de M. Mitterrand, puisque le ministre de la Santé avait limité le nombre de numerus clausus à 3500 par an, alors qu'il faut 12 000 médecins à la sortie pour renouveler le nombre de médecins. C'est une volonté des pouvoirs publics. Je pense que dans l'état actuel des choses, ils pensent que l'intelligence artificielle sauvera le système et que pour les bouseux des campagnes, il suffira d'avoir des officiers de santé ou des cabines de téléconsultation. Voilà la pensée unique des gens qui nous gouvernent. Et l'appel de M. Jean Castex, son Premier ministre, est un retour du monde d'avant, puisqu'il a hanté les ministères sous plusieurs législatures, et il a créé, avec la législation, dans les législatures précédentes, le seul patron à l'hôpital, le directeur. Je suis désolé, ma génération a connu le chef de service mandarin qui décrochait son téléphone, appelait le directeur, et si dans les 5 minutes, le directeur n'était pas dans son bureau pour un problème urgent, il faisait un scandale. Maintenant, un chef de service doit attendre 15 jours pour avoir un rendez-vous auprès du directeur quand il y a un problème. Donc ça rejoint votre problème de la nomination d'un chirurgien. C'est l'ARS qui dirige tout. Eh bien non, ça n'est pas comme ça que je conçois la régionalisation de la santé. Je crois qu'il y a M. Vieuxville qui veut… Merci Bernard. Je crois qu'il y a M. Vieuxville qui veut s'exprimer. Oui, bon, ben, c'est pour revenir sur l'aspect de la prise en charge du patient, de sa maladie. Je pense qu'il faut y associer aussi les familles parce que la maladie ne frappe pas que la personne concernée, que le malade. Ça touche toute la famille et je pense qu'il faut, selon le type de maladie, sensibiliser l'ensemble de la famille à soutenir le malade. C'est très, très important. Accessoirement, je suis président de l'association Famille et Tendresse qui accompagne les personnes en situation de handicap psychique. Et dans les maladies psychiques ou mentales, la famille est très, très importante. Et je pense que il faut vraiment
ne pas mettre de côté la famille. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, sur la lourdeur administrative, je suis totalement d'accord avec vous. On est mangé par l'administration en France. Voilà, donc si vous voulez, on va passer justement à la deuxième partie qui est justement, qui va dans le sens de supprimer les strates administratives du système de santé. Est-ce que vous avez des propositions donc, à faire concernant le sujet? Il n'y a personne, je peux toujours prendre la parole sur ce sujet-là qui est un de mes dadas, mais je préférerais laisser parler les autres. Alors, c'est vrai que c'est un système qui est extrêmement complexe et qu'on est peu à maîtriser la chose. Moi-même, je suis soignant avant tout et c'est vrai que je ne connais pas toutes les arcanes hein, de l'organisation du système de santé. J'en ai honte, mais c'est comme ça. On est sur le terrain et on a un petit peu la tête dans le guidon. Alors après, l'objectif, c'est quand même de faire des propositions concrètes. Hein. Voilà. Oui, donc il ne faut pas rester au constat. Les constats, on les a tous faits. Alors, les propositions concrètes, elles sont très simples. Je vais vous les faire. C'est la suppression de toutes les agences de santé, sauf 2 ou 3, l'agence du médicament, par exemple, qui est nécessaire. C'est de concentrer à l'intérieur, puisqu'on veut régionaliser l'ensemble des agences dans les ARS, mais que les ARS ne se mêlent pas du choix des scanners, des résonances magnétiques nucléaires, de l'installation de tel ou tel spécialiste à tel endroit, mais que ce soit les hôpitaux dans le cadre du conseil médical d'établissement et des chefs de service qui décident quelle spécialité doit être ajoutée dans un hôpital. C'est ce que je faisais quand j'étais dans une clinique privée jusqu'à ce que j'ai arrêté d'exercer. Je me réunissais en tête-à-tête avec le président directeur général de l'établissement, qui était le principal actionnaire. On analysait quelles spécialités manquaient. On ajoutait, on faisait venir des spécialistes, c'était une centaine de lits, donc ils pouvaient couvrir l'ensemble des spécialités. Et nous avons réussi à avoir des ophtalmologistes, des gardes d'otorino, des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens digestifs, des chirurgiens orthopédistes. On avait essayé à un moment de faire venir un chirurgien thoracique, mais on s'est aperçu que la taille de l'établissement ne permettait pas, et on y a renoncé. Et on a été classé pendant 20 ans numéro 1 des Yvelines Nord sur le plan infection nosocomiale. On avait un clin pour étudier les précautions à prendre pour qu'il n'y ait pas d'infection nosocomiale. Je voudrais donner un dernier exemple, et puis je vais m'en arrêter là. Je connais encore certains hôpitaux qui n'ont pas des salles dédiées à l'orthopédie au viscéral, et il arrive qu'on fasse une intervention d'urgence pour une fracture de hanche dans la salle de viscéral. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et alors, sur la rationalisation des coûts, alors, en fait, les ARS, elles ont été faites pour rationaliser les coûts, notamment. Alors, effectivement, la T2A pose problème, et effectivement, la T2A, il faut plutôt s'en passer. Les ARS, on est d'un avis commun que les ARS peuvent être supprimées, mais dans la rationalisation des coûts d'un hôpital, quels seraient les process à mettre en place ou les principes à mettre en place? Eh bien, il faut supprimer un certain nombre de strates administratifs à l'hôpital. J'en ai parlé, par exemple, pour l'assistance publique, qui a 6 groupements hospitaliers et des directeurs et un staff à chaque niveau, plus une administration centrale. Il faut que le directeur s'occupe de la maintenance, de l'intendance, de l'achat du matériel, du maintien de la structure, et que le chef de service retrouve toute son autorité, à condition qu'il soit compétent et qu'il ne soit pas là à courber les chines parce qu'il a sa carrière à mener, et que s'il n'est pas gentil, on lui tapera sur les doigts, on ne lui donnera pas des donations d'infirmières qu'il réclame. Donc malheureusement, mes collègues hospitaliers sont devenus plein temps, sont coupés complètement des réalités de la ville. Je discutais avec un chirurgien hospitalier pas plus tard qu'aujourd'hui, qui s'étonnait de la variété et de la multiplication de la chirurgie lourde que j'ai fait dans mon activité, puisque j'ai inventé dans le libéral la prothèse biliaire, qui m'a valu le prix Mondor à l'hôpital, puisque j'avais gardé le laboratoire de chirurgie expérimentale dans l'hôpital où mon patron ne m'avait pas nommé parce que j'avais démissionné avant. Je crois qu'il faut redonner
je ne dis pas le pouvoir, mais la responsabilité aux praticiens. L'administration n'est là que pour l'épauler. Il faut donc sabrer sur les strates administratifs, ce qui fera des économies considérables. J'estime qu'on doit pouvoir gagner 7 à 10 milliards par an en sabrant sur l'administration, tout en faisant mieux avec moins d'administration. On a le même problème avec la carte vitale. On a refusé dans la commission, puisqu'on a un sénateur qui est ici, de la rendre infalsifiable comme une carte d'identité. Pour l'instant, Charles Prats, qui est un haut fonctionnaire, a émis un livre, Le cartel des fraudes. Il estime qu'il y a plusieurs millions de cartes vitales en circulation qui sont fausses ou qui correspondent à des gens qui ne sont plus vivants et que le trafic correspondant est estimé à plusieurs dizaines de milliards. Lui, il estime à 40 milliards. Donc, les budgets existent, il suffit de faire les économies là où il faut les faire. Et on pourra augmenter les salaires des infirmières, recruter des infirmières, parce que je répète qu'à 2 000 € par mois, on ne peut pas recruter une infirmière à l'assistance publique. Voilà. Et pour les infirmières, il faudrait peut-être aussi leur donner des espérances pour leur carrière, avec, comme ça existe déjà, donc il y a des spécialités, et donc qu'elles pourraient faire dans un deuxième temps, au bout de, par exemple, de 5 ans de Oui, excellente idée. En de cours travail. de carrière, en cours de carrière, mais pas avec un master. Non, pas du tout, non. Non, non. Et puis aussi, il faut éviter, comme tu l'évoquais tout à l'heure, les politiques veulent absolument mettre en place des officiers de santé qui seraient des sous-médecins, mal payés, puis surtout incompétents. Et donc, ça, c'est aussi un danger qu'il faut éviter. Alors, en revanche, pour le nombre de médecins à former, comme tu le disais aussi tout à l'heure, le problème, ce qui est limitant, c'est le nombre de places dans les hôpitaux pour former les jeunes médecins. Donc, je ne sais pas si le nombre de places a été estimé, mais je sais que c'est un frein. Non, là, je crois que tu te fourvoies complètement. J'avais une discussion avec un doyen dont je ne donnerai pas le nom par respect pour la fonction, Oui. avec qui je m'étais frité très sévèrement à l'Académie de chirurgie. J'avais proposé que les cliniques privées de qualité, sur un listing, prennent en charge. Certaines cliniques le font en Oui. payant des internes pour venir travailler. Moi, je le faisais dans mon établissement sur mon argent de poche. Je payais des internes de 4e année pour prendre les gardes sur place pour ne pas me lever la nuit puisqu'on assurait les urgences. Et ils m'appelaient, et j'avais confiance en eux parce que c'est des internes de 4e année bien formés. Quand ils m'appelaient, je savais qu'il fallait que je me rende immédiatement dans l'établissement. Je crois que le nombre de postes existe, mais il est impossible de faire des stages de qualité pour 60 000 étudiants puisque le numerus clausus a été supprimé par le portail santé. Je crois qu'il faut prendre un nombre raisonnable d'étudiants en médecine, mais pas en faire des officiers de santé. Il faut faire des gens de qualité, avec des stages de qualité. Il faut trouver un système qui s'appelait dans le temps l'externat avant mai 68, qui était sur concours, mais l'externat donnait des stages de très haute qualité. Je me souviens de mon premier emplacement de médecine générale, puisque quand j'ai été nommé interne, je ne pouvais pas faire de la chirurgie, il faut plusieurs années pour pouvoir faire de la chirurgie. J'ai fait des diagnostics de syphilis, de typhoïde et de tétanos uniquement parce que j'avais appris dans le concours de l'externat et de l'internat sans avoir jamais vu la maladie. Je crois qu'il faut revoir la formation. On peut laisser la parole à M. Grosvac qui a fait une remarque assez intéressante. S'il veut bien prendre le micro. Voilà, ça marche? Oui. C'est bon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, moi, mon témoignage, c'est plus du vécu des gens que j'ai vus passer par l'hôpital sur des situations extrêmement graves, avec la vie en jeu. Et ce qui m'a beaucoup marqué, puisque la personne est restée longtemps à l'hôpital, c'est le désespoir des infirmiers, des aides-soignants, dont j'ai découvert l'importance du rôle dans le soin qui suit, on va dire, la chirurgie pour se rétablir, pour retrouver du moral, pour sortir du lit plus vite d'ailleurs. Or,
les personnels qui sont spécialisés sur certains étages, sur certaines pathologies, progressivement, au nom de l'efficacité, sont déplacés d'un service à l'autre. Et j'ai vraiment le sentiment, je vais même dire une certitude, que toute la partie qui va suivre l'intervention immédiate à l'hôpital est aujourd'hui sacrifiée. Alors, je parle du suivi à l'hôpital, je pourrais parler également du suivi après l'hôpital. Et si on ne touche pas à ça, je crois que l'hôpital va au désastre. On va avoir des morts en quantité. Alors, dans la partie la plus pauvre de la population, c'est-à-dire qu'on est lancé sur un système à double vitesse, et je trouve ça d'une violence terrible, d'une cruauté terrible. Donc voilà, j'insiste pour ce que j'ai vécu sur l'accompagnement par ces infirmières, par ces aides-soignants. Un autre exemple que j'ai vu, fallait faire un électrocardiogramme. L'infirmière va chercher du matériel, elle revient, donc ça prend un peu de temps. Le matériel ne fonctionne pas, elle est obligée de repartir beaucoup plus loin dans l'hôpital. Elle revient avec son matériel, c'est autant de temps perdu au pied du malade. Et alors, elle fait tout ça avec le sourire et tout, alors que c'était tendu comme situation. Mais ce vécu, je l'ai vu plein de fois. Jusqu'à des manques de bassins pour les lits. Voilà, ils trouvent, en fouillant partout, ils trouvent un bassin, on découvre qu'il est fendu et donc le lit va être dégueulasse derrière. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai eu beaucoup en 4 mois. Je pense que c'est le quotidien de l'hôpital et on ne peut pas ne pas toucher à ça. Et pour les malades et pour ceux qui y travaillent, parce que c'est désespérant. Ce qui donne de l'intérêt pour le métier de l'hôpital, c'est de sauver des vies, c'est de prendre soin des gens. Et au quotidien, ça touche au désastre. Alors, je ne parle pas des situations les plus graves. À l'arrivée, quand la vie était en jeu, il y a eu un suivi remarquable, mais derrière, il n'y a plus les moyens. Et là, ça part vraiment en vrille. Et quelles seraient les améliorations que vous pourriez proposer concrètement, les choses à mettre en place pour justement conduire à l'amélioration du temps justement du personnel auprès du patient ou de la prise en charge? Moi, ce que j'ai vu, c'est l'échange, c'est la présence humaine, c'est ça qui va énormément peser à l'hôpital. Mais pour avoir cet échange et cette présence, on n'échappe pas à la question des moyens. On n'échappe pas, par exemple, les infirmières, les aides-soignantes, enfin, moi, ça m'a marqué à quel point ils pouvaient avoir du poids dans le soin, n'ont pas le temps. Et au total, on se retrouve avec des chirurgiens qui sont extrêmement pressés, et je trouve ça normal, mais l'ensemble de l'hôpital manque de disponibilité, manque de suivi. Il y a des erreurs qui se commettent assez importantes quand même. Je ne dis pas qu'elles sont vitales, mais qu'elles ont des influences sur la suite. Et donc, si on ne pose pas cette question-là, et on pourrait avoir, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais des exemples, j'en ai eu plein, voilà. Parce que les 14 opérations, parce que risque vital que j'ai vu au quotidien, c'est terrible, c'est terrible. Et juste un dernier point sur la commission des usagers. Donc la personne que j'accompagnais, pour vous dire, est partie in extremis de l'hôpital où elle était, du dernier service. Le premier service était remarquable, le deuxième a été terrible. Changement d'hôpital parce que j'ai connu par hasard un professeur de médecine qui est intervenu, j'ai obtenu le changement d'hôpital. À 2 heures près, la patiente mourait. Voilà. C'est ça aussi l'hôpital aujourd'hui. Et quand j'ai voulu saisir la commission, impossible. D'abord, si j'ai bien compris, je suis tombé sur la directrice. Et donc, la personne que j'accompagnais avait été amputée de la jambe à 2 reprises, entre autres.
Et pour rencontrer la commission ou la présidente de l'hôpital, elle imposait la présence de la malade, ce qui était impossible. J'avais expliqué avant que pour elle, revenir dans cet hôpital était traumatique et c'était au-dessus de ses forces. Et donc, effectivement, la commission n'a jamais pu être rencontrée et ma lettre est restée sans suite. Voilà. Oui, donc ce que vous évoquez, c'est le manque de personnel donc pour suivre les patients et pour être présent. Terrible, ouais. Il y a Roger Mouillou. Madame Huet, je vous donne la parole juste après. Il y a Roger Mouillou, il n'a pas du tout parlé. Alors, est-ce qu'il veut parler ou pas? Alors, Roger Mouillou, normalement, il venait en spectateur, mais donc, il ne parle pas du tout, c'est normal. Hein. S'il veut parler, il peut parler. Il est voilà. Parce qu'il a déjà assisté à la première réunion. Voilà, j'ai assisté et j'apprécie ce que fait Jean-François et je le soutiens. Là, je sors chez le dentiste et je suis un petit peu embêté, donc je ne veux pas beaucoup parler, mais je suis avec beaucoup d'attention ce qui est fait, ce qui est dit. Et je pense que lors des prochaines réunions, je pourrai apporter un peu plus ma contribution. Bon, mais je continue à vous écouter. Bon, parfait. On va vous laisser avec les antidouleurs et je vais donner la parole à Madame Huette. Oui, merci beaucoup. Alors, on était justement dans une démarche où on fait des constats, hein, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut redresser cela? Alors, on a vécu lors de la Covid-19, tout au début, de drôles de choses. Et en fait, à Famille de France, on s'est interrogé aussi en se disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de rapprochement public-privé? On a eu l'impression vraiment d'une scission. On avait d'un côté l'hôpital et de l'autre côté de la clinique. On a trouvé ça très dommageable, puisque le temps de faire accéder certains patients à des hôpitaux qui se trouvaient hors département, donc déjà on perdait la proximité, la perte de temps, donc de sauver une vie, comme vient de le dire le collègue précédent. Donc je pense qu'il faudrait aussi que l'hôpital et la clinique se remettent en cause et essaient de travailler en partenariat. Ça, c'est mon premier constat. Mais c'est aussi une première solution. La deuxième solution, c'est toute la gestion. Donc, comment est-ce qu'on peut faire la gestion d'un établissement? Je ne vais pas vous l'apprendre, vous êtes à l'intérieur. Moi, je suis à l'extérieur. Mais comment est-ce qu'on gère? Déjà, on voit où sont les dépenses. Si on a des dépenses, qu'est-ce qu'on fait? On fait des coupes sombres. Et lorsqu'on a rétabli les finances de l'établissement, eh bien, auquel cas, on va pouvoir améliorer, je dirais, les salaires des infirmières, parce que c'est vrai que par rapport à leur responsabilité, le salaire est vraiment inférieur. Et donc, elles ont besoin d'une revalorisation. On les a vues dans la rue, elles ont été en grève. Donc, je pense que le premier axe, c'est de revaloriser les salaires des praticiens hospitaliers, du personnel soignant. Ensuite, on se dit que effectivement, on a eu tout à l'heure quelque chose de basique, hein, le bassin. Donc, on voit qu'on a du manque au niveau du matériel. Donc, là aussi, il va falloir faire un effort. Je sais qu'il y a dans certains établissements les radios, le matériel des radios de radiologie qui sont trop vieux. Ces matériels sont trop vieux, donc il y a un risque pour la santé de nos malades. Donc, non seulement ils sont malades, mais en plus, on leur ajoute des risques. Donc, là aussi, il va falloir faire des investissements basiques, mais des investissements quand même. Et pourquoi pas accéder à de la haute technologie. Hein, je ne sais pas, pour vous citer quelque chose de concret, parce que j'ai l'habitude quand même de passer à des choses concrètes, c'est sur… alors, je ne voudrais pas faire de confusion, je crois que c'est sur l'hôpital… Necker, on fournit du matériel pour les yeux, par exemple. Alors, c'est peut-être pas Necker, je suis désolée. Quel est l'hôpital? Qui est-ce qui peut m'aider? Quel est l'hôpital sur les yeux? Il y a les 15-20. Le 15-20, oui. J'ai bien face. C'est le 15-20. Voilà, le Necker étant pour les enfants. Donc, voilà, je pense que… on fait des constats, mais il y a certainement des pistes pour redresser la situation, mais très vite, parce qu'on est en déclin de la santé, alors qu'on était franchement les premiers, ou presque. On ne va pas se mettre, je dirais, des félicitations, mais on était dans les premiers quand même. Et là, on décline, et personne ne reprend le flambeau pour redresser.
Et il faut qu'on fasse très, très vite pour redresser parce qu'il y va de la santé de nos Français. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté quelques réponses, mais c'est surtout le partenariat public-privé qu'il faudrait mettre en place. Tout à fait, tout à fait. Pour les lits, améliorer les accueils pour les lits. Voilà. Les réponses sont les Merci suivantes. de votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Les réponses sont les suivantes. L'hôpital ne veut pas travailler avec le libéral. L'exemple est très clair. Les cliniques ont été réquisitionnées avec la Covid. On avait l'interdiction d'opérer ce qui n'était pas urgent et les ARS ne fournissaient pas les produits d'anesthésiologie nécessaires pour pouvoir opérer. Et les lits réquisitionnés sont restés vides, les services de réanimation sont restés vides et on a délégué par des ponts aériens, des ponts de chemin de fer et par 30 lits militaires dans l'Est pour pouvoir s'occuper des malades. L'hôpital ne veut pas travailler avec le libéral. C'est comme ça. 40% des interventions chirurgicales ont été déprogrammées. J'ai envoyé des messages au directeur de la santé et de l'assistance publique, il n'a même pas eu la courtoisie de me répondre. Les cliniques n'ont pas reçu les malades déprogrammés, ils ont été repoussés, ce qui fait que les cancers du côlon ont été irradiés au lieu d'être opérés. C'est les condamner à un anus artificiel définitif. Beaucoup de malades n'ont pas pu être reçus à l'hôpital et sont morts d'infarctus, de péritonite, voire même d'appendicite. C'est un rapport de l'Académie de chirurgie. Et il faut revenir à ce qui se passait dans l'ancien temps, mais le passé est une porte qui ouvre sur l'avenir. Le chef de service avait son équipe. Les infirmières étaient formées par compagnonnage. Les externes étaient formés par les internes. Les internes étaient formés par les chefs de clinique. C'était une école de chirurgie. J'ai des souvenirs émus de cette période que j'ai adorée de mon passage dans les hôpitaux à l'assistance publique. Ceci est mort. On a voulu tuer le mandarinat. On a remplacé les mandarins chefs de service par des mandarins directeurs. Et les médecins sont devenus de petites mandarines aux ordres qui n'obéissent à l'administration, sinon on leur tape sur les doigts et leur plan de carrière est amputé. Il y a eu 2 grands chefs de service qui se sont opposés à l'époque de Giscard d'Estaing. Vous allez dire que je recommence à des histoires de chasse, mais depuis les grosses têtes ont disparu, sont les frères Judet, et ils ont été cassés, ils ont été obligés de démissionner de l'hôpital. Donc à l'hôpital, les grosses têtes ont pratiquement disparu, il en reste encore 2 ou 3. Il faut reconstituer l'équipe. Les infirmières ne doivent pas changer d'un hôpital à un autre, ils doivent rester, si elles y sont heureuses et bien formées, dans les services hospitaliers, où on les a formées, ou tout au moins pour un certain nombre d'années, pour se connaître et s'apprécier. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir. Et quant aux économies, elles sont nécessaires, c'est en taillant dans l'administration, c'est la seule façon de s'en sortir. De toute façon, il y aura une telle pénurie d'offres de soins qu'il faudra bien que les hôpitaux finissent par accepter de travailler avec le libéral. Sans compter que les cliniques assurent quand même en France actuellement 60% de la chirurgie en général et en particulier 70% de la chirurgie ambulatoire. Il faut également souligner que le même patient opéré en clinique ou à l'hôpital coûtera beaucoup moins cher à la sécurité sociale s'il se fait opérer en clinique. Donc, au niveau de la gestion, il faudrait analyser les choses et voir pourquoi l'hôpital a des coûts si prohibitifs. Et il faudrait que les systèmes de calculer les actes ou les hospitalisations soient comparables, ce qui permettrait de faire des progrès. Parce qu'à l'hôpital, c'est un forfait par journée, qu'on fasse beaucoup d'examens aux patients, qu'on l'opère toute la journée ou qu'on le laisse au fond d'un lit. De toute façon, le forfait, il est défini. Alors qu'à la clinique, on comptabilise tout ce qui est fait, puis à la fin, il y a une addition qui est faite et on dit, voilà, ça coûte tant. Et donc, ça permettrait d'analyser les choses et ça permettrait peut-être également d'avancer pour faire des économies et pour être beaucoup plus efficient avec le budget de la Sécu qui est gravement menacé. Tout à fait, c'est vrai. Alors, il y a aussi le problème des urgences. Alors, je ne sais pas si vous avez des propositions à faire.
Bon, je vais juste vous dire 2 mots. Il y a des expérimentations qui ont été faites avec succès, notamment, enfin un peu partout en France, mais notamment également à Gonesse dans le Val d'Oise, où on a mis donc un bureau, enfin oui, un bureau à disposition de médecins généralistes qui filtraient les patients. C'est-à-dire que tout patient qui pouvait être pris en charge par le médecin généraliste l'était et n'accédait aux urgences de l'hôpital que ceux qui vraiment avaient besoin donc, de soins plus lourds. Et donc, du coup, ça a marché super bien puisque les urgences n'étaient plus du tout surchargées, les gens n'attendaient plus et puis les gens qui n'avaient pas besoin de passer par une lourde structure retourner chez eux rapidement. Le seul problème, c'est que, et puis ça faisait faire en plus des économies à la sécurité sociale, parce qu'il faut savoir qu'un patient qui passe aux urgences, il y a un forfait qui doit être entre 150 et 200 euros, qu'on lui fasse rien ou qu'on lui fasse plein de choses, toujours la même chose. Et donc, du coup, l'hôpital ne recevait plus des gens qui avaient presque rien et il touchait plus ces 150 ou 200 euros. Donc, l'hôpital a dit, c'est plus possible, nous, ça grève notre budget, donc on recommence comme avant. D'où l'intérêt de raisonner de façon globale quand on veut toucher au système de santé, parce que dès qu'on touche à quelque chose, c'est l'effet domino, il y a des conséquences ailleurs. Bernard, tu voulais parler, je crois. Et juste avant Bernard, je me permets juste Oui, en tant que timekeeper, parce que Bernard, je suis le timekeeper, il nous reste en fait idéalement un petit quart d'heure. Bon, après, on peut dépasser, il n'y a pas de souci, notamment sur les thèmes ou sur une autre question, mais je crois qu'il n'y avait que 2 thèmes pour la réunion. Que 2 thèmes, mais les autres thèmes sont les bienvenus si vous avez des propositions. Exactement, donc je vous propose, si tout le monde est d'accord, que Bernard parle, après Madame Huette si vous souhaitez parler, et ensuite je vous propose un temps de libre parole et libre échange. Alors, les urgences, tu as dit, l'hôpital touche aux alentours de 200 à 250 euros par urgence, quelle que soit sa gravité, indépendamment du scanner, des examens, de la biologie et de l'hospitalisation. L'année dernière, il y a 2 ans, en 2019, le nombre de passages aux urgences hospitalières avait atteint les 25 millions. Paniqué par le nombre d'urgences à l'hôpital, notre ineffable ministre de la Santé de l'époque avait proposé de payer 60 euros chaque urgence à l'hôpital pour ne pas la prendre en charge et la renvoyer sur le médecin traitant. Sauf que médecin traitant, il n'y en a pas. Ils ne sont pas formés à la prise en charge des urgences. Ils ne sont pas formés à la suture. Ils ne sont pas formés forcément au diagnostic chirurgical. Et d'autre part, pour pouvoir renvoyer un malade, sous peine d'être condamné pour non-assistance à personne en danger, il faut l'examiner. Donc, voilà les conseils que donne, je donne le nom de la personne, parce que je l'ai encore sur le cœur, il s'appelle M. Mesnier, c'est un député de la majorité. Payer 60 euros l'hôpital pour le renvoyer. Alors, dans le Ségur de la santé, ils ont trouvé quelque chose d'un petit peu mieux. Ils vont payer 18 euros supplémentaires pour que les médecins, qui sont payés à 25 euros la consultation, ce qui fera un total de 43 euros si je suis encore compté, pour recevoir une urgence non programmée. Voilà où on en est. Mais quel médecin surchargé de travail, ce d'autant qu'il doit maintenant vacciner pour les Covid, et on peut en parler 2 minutes si on a le temps, parce que c'est quand même extrêmement éducatif de parler de cette vaccination. Comment un médecin traitant qui travaille déjà 70 heures par semaine pourrait en plus mettre des plages pour des malades non programmés dans l'état actuel de l'organisation? Le système de santé marche sur la tête. Il y a aussi un problème de transparence, notamment, donc tu parlais du coronavirus, et notamment, on se concentre sur le vaccin, mais le président a dit qu'on était en guerre. Quand on est en guerre, on n'a pas une seule arme. Le vaccin, c'est une arme, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et notamment, je reviens sur l'ivermectine, je vous ai envoyé un petit mot là-dessus. L'ivermectine, c'est quand même un médicament sur lequel on a énormément de recul. Il n'y a pas d'effet secondaire et toutes les études montrent que ça a un effet bénéfique. Et en France, il a fallu qu'il y ait un comité de 500 médecins qui saisissent le Conseil constitutionnel pour avoir une autorisation temporaire d'utiliser donc ce médicament dans le cadre du coronavirus. Et par contre, des médicaments qui sont toxiques ont été utilisés, notamment le remdesivir, qui non seulement était inefficace, qui coûtait 2 000 euros par jour, et qui en plus abîme le rein et qui semblerait sélectionner les variants. Donc ça, c'est quand même
des scandales, et il faudrait que notre système de santé devienne beaucoup plus transparent, parce que là, comme tu disais, Bernard, on marche complètement sur la tête. Mais tu as tout à fait raison, c'est un problème de conflit d'intérêts. Maintenant, comme le Remdesivir, on sait que ça ne marche pas, je crois que l'Europe en a commandé quand même pour 1 milliard, excusez-moi du peu, au lieu de commander les bons vaccins. Maintenant, c'est un autre qui se fait à condition qu'on le fasse tôt au début de la maladie, qui semblerait marcher. Et puis on s'aperçoit qu'il ne se fait qu'en perfusion et qu'il faut l'hospitaliser. Alors, ce que tu dis sur les médecines est extrêmement intéressant parce que Sadi Raoult, je ne sais pas si son protocole marche ou ne marche pas, mais ce qui est certain, c'est que rester chez vous, prenez du Doliprane est une très mauvaise solution. Si on a le Covid, très vite, quand les troubles respiratoires apparaissent à domicile, c'est la décompensation. Donc, si un médecin prend en charge un malade, il va pouvoir lui poser un oxymètre pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang, ce qui est extrêmement facile, et la désaturation d'oxygène précède les troubles respiratoires. Si on a une baisse de l'oxymétrie par mesure, ça vaut 20 € ou 25 € l'appareil, entre parenthèses. On peut à ce moment-là mettre le malade à la cortisone et aux anticoagulants et éviter ces microthromboses qui sont responsables pour la majorité des cas des insuffisances respiratoires, égale transfert en réanimation, égale transfert vers le tube mis par les réanimateurs, et à ce moment-là, c'est 40% de mortalité. Donc, il faut prendre en charge les patients, les traiter en son âme et conscience avec ce qu'on pense efficace, que ça soit avec l'ivermectine ou que ça soit l'association de l'azithromycine et de la chloroquine, parce que la chloroquine, il y a des milliards de gens qui l'ont consommée, et sauf si on a un espace sculpté à l'électrocardiogramme trop long, trop court, pardon, on a un risque, sinon il n'y a pas de risque particulier. Et le grand bénéfice du service de l'IHU de Marseille, c'est qu'ils ont pris en charge les malades. Je ne sais pas si leur traitement est efficace, mais prendre en charge un malade, c'est très efficace. Tout à fait, tout à fait. Et alors, on n'écoute pas non plus les médecins de terrain, parce qu'il faut dire que la majorité des patients qui sont touchés par le coronavirus, ils sont pris en charge par les médecins de terrain, les médecins généralistes. Et les généralistes, on ne leur donne pas la parole. Et pour en revenir à l'ivermectine, non seulement c'est efficace, mais c'est efficace à tous les stades de la maladie et même en préventif. Donc, pourquoi pas l'utiliser? Et ça ne coûte pas cher. Il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, ça, c'est vraiment scandaleux. On peut attendre le 31 mars pour avoir l'autorisation de l'AMM, Ouais. apparemment, pour pouvoir, mais c'est en vente libre. Moi, j'en ai une plaquette chez moi. Mais oui, ben nous, on va en acheter. Annabelle, tu voulais relancer le débat? C'est libre et c'est sans danger. Tout à fait. Est-ce que La pharmacienne, pardon. la pharmacienne, elle s'exprime pas parce que sur la partie agence du médicament ou autre, je pense aussi qu'il y a des restructurations à faire. Oui. Et sur la partie notamment innovation aussi, moi je sais que vous maîtrisez très bien la partie médicale et c'est ça qui est, avec Jean-François, on est très complémentaires parce qu'il a la partie médecin et moi la partie pharma. Mais il y a aussi beaucoup de choses à changer et supprimer beaucoup de strates et effectivement redescendre du budget pour l'innovation, les expérimentations. Voilà, ça, c'est une des suggestions notamment qu'on fait et faire du lien avec les patients, les familles. Je pense que c'est vraiment ce qui se retient de la réunion, c'est d'inclure effectivement la partie aidant-patient. Privé-public, disrupter le marché, parce qu'effectivement, le privé et le public ne fonctionnent pas ensemble aujourd'hui, mais demain, pourquoi pas. Donc, parce qu'il nous reste à peu près un peu moins de 10 minutes, est-ce que vous avez envie de faire d'autres propositions, d'aborder quelques sujets, que ce soit pour, on va dire, les 15 prochaines minutes? Sur la chirurgie ambulatoire, je voudrais dire un mot sur la chirurgie ambulatoire. Avec des propositions, hein. Pas de souci, je vous laisse la parole. Les propositions sont simples, c'est que la chirurgie ambulatoire, il faut respecter le planning et les horaires. Or, à l'hôpital, c'est quasiment difficile puisque le chirurgien n'est plus le maître d'œuvre. Il faut donc que le chirurgien redevienne le maître d'œuvre du fonctionnement. C'est difficile avec les brancardiers qui sont indépendants, avec les anesthésistes qui sont également indépendants. Il faut savoir, dans une chaîne de soins, c'est toujours le maillon faible qui lâche. Ce qui fait que l'ambulatoire à l'hôpital a pris un retard considérable, alors que c'est près de 70% en clinique. Mais pour ça, il faut avoir une chaîne de soins irréprochable, sans temps perdu, parce que si on retarde la prise en charge du patient,
Si d'autre part, l'opérateur n'est pas un chirurgien suffisamment chevronné, l'intervention va durer longtemps. Donc, les produits anesthésiques vont alourdir le système et on va être obligé de garder le malade hospitalisé, d'où le retard de la chirurgie ambulatoire, ce qui coûte très cher. Donc, il faut avoir la qualité. Et la qualité, ça passe par les études de médecine. Et j'en reviens à mon dada. Il faut regarder le passé. À l'époque où il y avait un concours d'externat et un concours d'internat qui a été supprimé en 2002 par M. Kouchner, ministre de l'époque, mais qui avait raté son internat, il faut le rappeler, eh bien, on n'a plus la formation élitiste qui nous avait ici au numéro 1 mondial à l'époque, dans les années 70-80, où le système de santé était numéro 1. On est passé à la 24e place. Il faut se poser la question, pourquoi? Eh bien, par la qualité. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, je voudrais poser une question à tout le monde. Donc, cette émission est enregistrée. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation pour qu'elle figure sur les Facebook des participants et également pour qu'elle soit diffusée sur YouTube? Ben, moi, j'en serais ravi parce que je pense que cette émission d'une haute tenue, on a abordé à fond des problèmes extrêmement sérieux. Voilà, mais il faut l'autorisation. Je voudrais l'autorisation justement de tous les participants avant de l'envisager. Alors, on va faire un rapide tour. Alors, voilà, Bernard, parfait. Monsieur Vieuxville? Oui, tout à fait d'accord. Très parfait. Madame Huette? Oui, bien sûr, j'encourage même. Parfait. Monsieur Valade? Ah, il y a le micro qui est coupé. On ne vous entend pas parce que votre micro est coupé. Toujours, il est toujours coupé. C'est en bas à gauche. Qu'il fasse un signe de la main. Ouais, ou la caméra. Bon. Oui, c'était une bonne suggestion, le geste de la main. Sinon, j'appellerai Non, mais Marc. on a tous eu un problème avec le micro aujourd'hui, donc Ouais. on a tous un problème avec ce micro. Alors, en attendant qu'on récupère Monsieur Valade, je vais dire Monsieur Meurant, Monsieur le sénateur. Pas de problème, bien sûr. Pas de souci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Non, franchement, c'est top, Monsieur Meurant. Et Monsieur Roger Mouillou, même avec un mal de dents peu visible. Il n'y a aucun problème, je suis d'accord, entièrement d'accord. Monsieur Grosvac, je ne sais pas s'il Pas de a souci. répondu. Merci à tous. Donc, tout le monde a répondu. Et il nous j'appellerai reste Marc monsieur- pour lui demander. Donc, de toute façon, si on Oui, c'est n'arrive vrai. pas à avoir C'est vrai. sa réponse tout de suite. Exactement, tu as tes entrées. Merci à tous les Bam. organisateurs pour cette visioconférence. Ça a été vraiment un échange concret, intéressant, des participations de haut niveau. Merci à vous dans tous les cas. Famille de France a eu beaucoup d'honneur à participer à cette conférence. Ben, nous avons eu beaucoup d'honneur et de plaisir à vous recevoir. D'ailleurs, nous avons Plaisir travaillé dès partagé. le début de l'opération carte dévitalisée. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer parce que vous représentez les patients et pour nous, les patients, c'est vraiment les personnes les plus importantes pour le système de santé qui s'adresse avant tout à eux. Donc, c'est très important pour nous d'avoir en représentant donc des patients. Donc, encore merci d'être venu. Merci. Et puis, vous avez mis en place des très belles actions, justement, qui peuvent être prises et en tout cas qui seront bien notées au compte-rendu, puisque moi, j'ai tapé le compte-rendu de la réunion en même temps qu'elle s'est déroulée. Donc, je vais l'envoyer dans la foulée. Donc, Frédéric Bizarre, Laura. Et voilà, des très belles réalisations, patients, aidants, associations, ce qui nous tient aussi à cœur chez WePharma. Donc, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Bernard pour ton expertise, parce que tu connais très bien le système de santé. Merci également à M. Grosvac. Merci à tous, parce que vous avez été très contributifs et ça permettra donc d'avancer dans la refondation du système de santé. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, et peut-être au plaisir de vous retrouver pour une visioconférence ou pour un jour pour une conférence qui ne soit plus virtuelle quand le virus aura disparu de la circulation. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Et merci Sébastien. Oui. Notre régisseur unique et préféré.
Exactement. Pour la musique, l'ambiance, les slides, tout. Sans toi, nous ne saurions rien, Sébastien. Merci. Il est possible de parler?